Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 9 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, les négociations politiques dans la perspective du second tour ont probablement commencé. Qu'en est-il de fondements et conditions de création de ces alliances? Suivant les explications de Maman Rabiou pour plus de précision. Les alliances se font la plupart du temps sur la base de confiance, de la croyance au programme de l'autre qu'on doit soutenir. Et aussi, on ne peut pas nier cette vérité, parmi les leaders, il y a ceux qui font aussi des alliances par rapport à certains intérêts, soit de leur parti, soit personnels. Mais nous, ce qu'on sait, et sur la chose qu'on se bat, c'est sur la base de confiance à la personne même à qui on va faire l'alliance, sur la base de son programme, sur ce qu'il peut apporter pour le pays. Parce que si réellement c'est sur la base d'un programme, c'est sur la base de la confiance à la personne à qui on fait l'alliance, si réellement c'est pour faire avancer le pays, je pense que ça va pas, je pense pas s'il faut qu'il y ait un déniement pour reprendre les alliances ou autres. Mais n'empêche, comme je l'ai dit tantôt, il y a ceux qui agissent par intérêt personnel. Là, c'est comme ça que vous voyez certains partis sont comme des nomades. Mais ce qui est, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement en réalité. Ils vont continuer. Et ceux qui ne sont pas avec, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste deux personnes, pour ne pas dire deux partis. La personne de Bazoum et la personne de Maman Ousmane. Et il y a d'autres qui n'étaient pas en alliance avec eux. Donc eux maintenant, ils vont voir, ils vont réfléchir. Comme on dit, des deux mots, il faut choisir le moins. Quelle est cette personne qui sera plus utile pour le pays, qui sera vraiment plus, comment dirais-je, qui vaut vraiment la peine à ceux qu'on le soutient. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit des deux mots, parce que nous sommes aujourd'hui devant une situation qui est là. Chacun, si on peut le dire, que ce soit Maman Ousmane ou Bazoum, chacun a un problème sur lequel il est, sur lequel on doit faire attention. Moi aujourd'hui personnellement, si je décide de soutenir quelqu'un, je ne le soutiens pas pour moi, pour qu'il me donne un poste. C'est vrai que peut-être celui avec qui tu as fait le chemin, la dette morale fait que tu dois continuer avec lui. Mais je t'ai soutenu parce que je crois en toi. Parce que mon principe va avec le tien. Donc je n'ai plus besoin après de dire que il faut le partage du pouvoir, il faut me faire ceci ou cela. Donc là, si je le fais, c'est comme si je le fais pour ma propre personne. Mais en réalité, quand on soutient quelqu'un, logiquement, c'est pas pour quand on vient, on va partager le pouvoir. S'il y a un partage, c'est entre tous les fils du pays. C'est pour les Nigériens. C'est comme le défunt président Tangier. Quand il disait à partir du moment où on l'a nommé président, il est le président de tous les Nigériens, il n'est plus le président du MNST. On entend des anecdotes qui disaient que quand tu viens même vers lui avec l'histoire en tant que partisan, il te dit non, maintenant il n'est plus le président d'un parti, il faut lui amener le problème du pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parlant des rôles de l'organisation de la société civile au Niger dans cette édition et aussi de l'impact de leur action dans le développement du pays. Reportage de Aïssa Adamou et Abdouraouf Dayabou. Les organisations de la société civile jouent des rôles prépondérants et de veille de la société. Ces derniers temps,
certains acteurs de la société civile se lancent plutôt dans des débats hautement politiques de défendre les intérêts et aspirations du peuple. Quand on parle d'organisation de la société civile, en principe, chaque organisation, en fonction des secteurs bien déterminés de la vie sociale, peut avoir son rôle à jouer. Alors, seulement le constat que les gens sont en train de faire, surtout la population, c'est que la majorité des organisations de la société civile sont en train de dévier de leur mission première. Parce que, pourquoi je dis que ces organisations sont en train de dévier de leur mission première? Tu peux voir des organisations qui ont décidé d'œuvrer, par exemple, pour la défense des droits des consommateurs, pour la défense des droits à l'éducation ou défense des droits de la santé, mais tu vois que c'est comme on a comme l'impression que la grande partie des organisations de la société civile sont arrimées à des partis politiques. Il n'est pas rare de trouver des organisations ou des représentants, des responsables des organisations de la société civile, dès qu'ils prennent la parole, on sent automatiquement qu'ils sont en train de défendre une partie de la classe politique, ou soit l'opposition, soit le pouvoir. Alors que s'ils veulent être respectés, leur intervention, comme je le disais tantôt, leurs actions doivent être non partisanes. Ça veut dire quoi? Dire sincèrement ce qu'ils ont constaté au niveau de la vie ou de l'évolution du pays. Dès lors, le ministère de l'Aménagement du Territoire a demandé à toutes les organisations intervenant au Niger de bien vouloir déposer leur rapport d'activité afin de se conformer à la réglementation nationale. Quand vous prenez le premier aspect, à ce qui concerne les organisations de la société civile, quoi qu'on dise, elles ont joué un rôle éminemment opérationnel dans l'enracinement de la démocratie et son ancrage. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, cette classe de la société civile a joué un rôle éminemment opérationnel. Mais de l'autre aspect, les organisations du développement, quand vous prenez les ONG et associations dont vous parlez, ce n'est un secret pour personne. Cela est réglementé d'abord dès la naissance des organisations. Il y a un processus à suivre. Et c'est pour cela que vous voyez quelqu'un agir au nom de telle organisation ou de telle ONG. Ce qui est sûr, elle a été autorisée par le ministère de l'Intérieur avec un certain nombre d'objectifs bien définis qui cadrent son intervention et son exercice sur le terrain. Et au-delà, on peut dire que le gouvernement a fourni un effort en acceptant de laisser cette latitude de permettre à tout citoyen, pourvu qu'il est conforme aux lois et aux règlements, de mettre une organisation en place en vue de se prononcer par rapport à la question qui concerne l'intérêt de la nation et la gestion de la chose publique. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, quand vous prenez, le ministère de l'Intérieur d'abord vous donne un arrêté de quête et de collecte. C'est-à-dire, si vous avez fait votre projet, vous demandez au ministère de l'Intérieur pour avoir cet arrêté de quête et de collecte. Et dans cet arrêté, elle fait obligation de signaler au ministère de l'Intérieur toute forme de contribution et de la part de vos partenaires dont vous avez reçu et l'affectation de ces fonds. C'est dans ce sens-là que le ministère du Développement communautaire est dans son rôle de veiller par rapport à l'effectivité et l'exécution des dons que vous avez perçus au nom de cette population-là. Et qui, elle, à son tour, elle fait ce qu'on appelle un aperçu général des choses, elle comptabilise, et de là, elle donne à l'État pour qu'elle puisse intégrer ça dans ce qu'elle a exécuté au cours de l'année. Donc moi, j'ai dit, il est tout à fait normal à ces organisations-là d'être à jour, d'amener leur bilan, et pour qu'on puisse évaluer, voir l'impact que ça a fait par rapport à leur gestion. Les organisations de la société civile ouvraient du pain sur la planche relative de leur rôle de veille et de l'avant-garde de la démocratie. En effet, elles doivent apporter leur pierre et aussi rappeler le gouvernement à l'ordre par rapport à certaines. Enfin, les actions de ces derniers devraient avoir beaucoup d'impact sur les citoyens lambda. L'année 2020 a été une année exceptionnelle pour beaucoup de professionnels car plusieurs entreprises et organisations ont plié bagage à cause de la pandémie de Covid-19. Je vous propose de suivre un extrait du secrétaire général de CISAS, Ibro Kani. Malgré
les résistances, la raison quand même a primé avec les pressions et que ces contractuels-là ont pu avoir quand même ces avantages parce que c'est un rehaussement qu'il faut et nous l'avions obtenu. Nous souhaitons faire mieux parce que quand vous prenez le contractuel de la santé, il fait le même travail que le titulaire. Le titulaire, quoi qu'il en soit, a d'autres avantages du point de vue indemnitaire et que l'autre n'a pas. Quand vous prenez ce contractuel-là, les 77 000, c'est toutes catégories confondues. Or, le titulaire, quand vous le prenez, ce n'est pas toutes catégories confondues. Chacun a un salaire au prorata qui, le minimum, c'est environ 100 et quelques mille, sans même indemnité. Même les petits salaires. Qu'avec les indemnités, ça va à 200 et quelques. Donc vous convenez avec nous que ce contractuel est lésé. Et on va voir pourquoi nous disons qu'il est lésé. Prenons le risque. Quand vous êtes dans un établissement de soins, le même risque que pour le titulaire, c'est le même risque que couvre le contractuel. Or, le titulaire a 20 000. Nous disons d'ailleurs que ce risque est insuffisant. Aujourd'hui, quand vous prenez avec Covid-19, c'est environ plus de 255 agents qui sont contaminés. Certains étaient d'ailleurs en réanimation pour assistance respiratoire. Et tout ceci dans le cadre de l'exercice de leur profession. Ce qui du coup nous oblige très prochainement à demander que cette maladie soit sur la liste des maladies professionnelles. Restons toujours dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Qu'en est-il de ses impacts, cette fois-ci sur les médias? Suivant. L'interdiction des ateliers de formation, séminaires et autres formes de rassemblement, bien que prises pour la bonne cause, notamment pour réduire ou même empêcher le risque de contamination à la Covid, peuvent avoir un impact négatif sur la vie des médias. Quand on sait que pour la première vague de l'année passée, c'est difficilement et meurtri que les médias y sont sortis. Cette deuxième vague de Covid-19 a les mêmes conséquences que la première vague sur le travail des médias. C'est un ras-le-bol, en tout cas c'est une occasion que vous me donnez pour dire que malheureusement, comme à la première vague, le gouvernement nigérien n'a rien fait à la première vague allant dans le sens d'aider ou d'appuyer les structures des médias nigériens. Voilà, nous sommes dans la deuxième vague et lors du dernier conseil des ministres, nous avons entendu effectivement certaines dispositions qui sont prises, notamment l'interdiction des ateliers et autres rencontres. C'est des situations qui vont impacter beaucoup sur le bon fonctionnement de nos médias. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les ateliers et autres conférences, c'est les seules occasions pour les médias, en tout cas les médias privés, et d'avoir certains revenus au niveau de leurs caisses pour renflouer les caisses de ces médias. Mais avec cette interdiction, vous voyez déjà, donc c'est des pertes que ces médias vont voir au niveau de leur chiffre d'affaires. Mais on demande aux médias de travailler alors qu'on n'appuie pas ces médias. La première vague, il y a eu un comité qui a été mis en place. Mais ce comité, je vous avoue, je parle au nom de Anfani. Anfani n'a rien eu. Et je ne pense pas qu'un autre média puisse avoir quelque chose de ce comité-là.
On nous a toujours chanté que ce comité va nous appuyer, on nous a donné même des messages. Je vous le dis, il y a des messages qui ont été même produits et diffusés par ces médias, mais aucun n'appuie. Mais je pense qu'effectivement, il faut que le gouvernement puisse regarder, en tout cas, la situation de ces médias en les appuyant ou en allégeant, par exemple, les questions liées à la prise en charge de nos factures d'électricité ou d'eau. Ou bien pourquoi pas une petite contribution pour la diffusion des messages. Parce que je vous avoue, jusque-là, la question des messages, les gens veulent davantage entendre, connaître autour de cette maladie. Sans ça, vraiment, bon, les gens ne croient pas beaucoup à cette maladie. Et pour éviter aux médias de vivre les mêmes situations que l'année précédente, le gouvernement doit cette fois-ci leur apporter la contribution qui leur avait déjà été promise afin qu'ils puissent se prendre en charge en cette deuxième vague de la pandémie. Parlant à présent religion dans cette édition, cérémonie officielle de l'ouverture de la mosquée de vendredi à Dogol hier dans l'après-midi dans la commune du Yuri. C'était en présence de plusieurs personnalités, les fidèles musulmans venus de certaines régions. Compte rendu avec Alou Mamassani et Abdul Moumouni Abdou. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à répondre à l'invitation d'Al-Haji Ali Saï, fils du terroir des cantons de Butinkogi, à l'ouverture officielle de la mosquée de vendredi à Dogel, village situé dans la commune de Yuri, département de Kolo. C'était en présence de plusieurs personnalités, le préfet du département, le chef religieux et traditionnel et le représentant de l'association islamique du Niger. Et qui dit une mosquée, dit une grande maison. C'est la maison de Dieu. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à répondre à cette invitation-là. Ce que nous demandons aux fidèles musulmans de la zone, c'est faire vivre cette mosquée-là. Faire vivre la mosquée, c'est-à-dire quoi? La fréquenter régulièrement. Faire les prières régulièrement dans cette mosquée. Et c'est dans cette mosquée, dans cette maison de Dieu, qu'il faut demander le pardon, qu'il faut créer la solidarité, l'entraide entre les musulmans. C'est l'occasion aussi de prier pour le pays, demander à Dieu de venir, d'aider, de voir le pays, de demander au Tout-Puissant que notre pays, qui est dans une situation un peu difficile sur un certain nombre de domaines, que Dieu puisse nous alléger cette souffrance-là. Je voudrais dire ce que nous connaissons tous, l'insécurité qui sévit dans notre pays. Je voudrais dire aussi le domaine sanitaire. Tout le monde connaît la nouvelle pandémie qui est là, le Covid-19, qui est en train de faire ravage dans l'ensemble du monde. Donc, bref, demander au Tout-Puissant de nous épargner de toutes ces calamités-là. Ce joyau a vu le jour grâce à la bonne volonté et permet aussi à la communauté musulmane de la dite localité de bien pratiquer leur prière de vendredi dans la communion des cœurs. Que Dieu fasse que l'objectif assigné pour cette mosquée soit atteint, que les fidèles musulmans s'adonnent aux activités religieuses. Cette mosquée doit aussi, à part la prière, permettre aux musulmans de lire le Coran et le savoir, puisque le savoir en musulman, chaque musulman doit avoir au moins une certaine connaissance qui va lui permettre demain d'aspirer au paradis. Et nous demandons à la population aussi de vraiment de veiller à ce que la mosquée soit propre, puisque la religion musulmane aime la propreté. Donc que cette mosquée soit propre, que l'eau soit disponible à tout moment pour ceux qui veulent faire les ablutions et que les gens s'adonnent aux activités religieuses
il ne faut pas que nous consacrons à aller au marché ou bien à s'occuper d'autres choses. Il vaut mieux que nous mettons l'accent sur les activités religieuses. Que Dieu nous donne ce que nous cherchons, qui est le paradis. Et que Dieu fasse ceux qui ont aussi contribué à construire cette mosquée, Dieu leur donne aussi leur récompense. Désormais, le village de Oguel est doté d'un lieu de culte d'une grande capacité. Une occasion pour les fidèles musulmans, notamment le village environnant, de venir accomplir la prière de vendredi, aussi dans l'État. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.